Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur les antennes de la RTG pour faire le point des activités gouvernementales courant l'année 2024. Ils sont nombreux à s'alterner sur ce plateau pour rendre compte de leurs exercices à la tête de leurs différents départements. Pour cet autre numéro, nous recevons Monsieur Faya François Bourouno, ministre du Travail et de la Fonction publique. Avec lui, nous allons passer au peigne fin toutes les principales orientations de son département ministériel. Avec moi sur ce plateau, Nene Oumou Diallo. Nene Oumou, bonsoir. Bonsoir, Mariam. Comment est-ce que tu vas? Ça va. Monsieur le ministre, bonsoir et merci d'être là avec nous sur ce plateau. Merci. Bonsoir, monsieur le ministre. Merci. D'entrée de jeu, est-ce que on peut savoir les priorités auxquelles vous vous êtes attelé tout de suite dès votre prise de fonction et cela conformément à la feuille de route qui vous a été confiée? Merci beaucoup pour cette invitation, mais surtout pour cette initiative qui est extrêmement importante, qui répond effectivement aux principes de performance d'une administration publique. En tant que ministre de la fonction publique, j'ai la responsabilité de la réforme de l'administration publique. Donc je me réjouis de constater que les principes qui régissent le fonctionnement normal d'une administration publique soient aujourd'hui respectés. Il s'agit du principe de la redevabilité. Nous sommes des responsables, nous sommes des membres du gouvernement, on est avant tout gestionnaires publics. Bien sûr. Quand on gère les ressources de l'État, ce sont des biens publics, ce sont des ressources de la population, il faut rendre compte de l'utilisation qu'on fait de ça à la population. Tout à fait. Et expliquer à la population la trajectoire que nous nous sommes fixés pour répondre à leurs préoccupations. Parce que, après tout, l'administration publique, sa mission, c'est de fournir le service public. Et ces services publics, c'est les biens et services qui aident les populations à améliorer leurs conditions de vie. Cela dit, quand j'ai pris fonction en mars 2024, j'ai cherché d'abord à comprendre la raison d'être du ministère. Donc, la mission du ministère, c'est son organisation, ses attributions donc. Et cela m'a permis de voir le champ d'action du ministère. Et en fonction de ça, je me suis effectivement fixé des orientations claires. Et ces orientations étaient au nombre de 4. D'accord. La première orientation, c'était de moderniser la gestion de la fonction publique. La deuxième orientation, c'était d'améliorer la réforme de notre administration publique, parce que la transition aujourd'hui, elle repose sur certains piliers. L'un des piliers phares de la transition, c'est la rectification institutionnelle, mais aussi l'autre pilier, c'est la refondation. Et cette deuxième orientation contribue à mettre en œuvre de façon claire et précise deux piliers fondamentaux de la transition. Et la troisième orientation que je me suis fixée, c'était d'améliorer l'administration du travail. Nous sommes un pays qui a une économie en transformation, et qui parle de transformation, parle de la production des biens et services dans tous les secteurs, que ce soit dans le domaine public, dans le domaine privé, mais aussi dans le domaine mixte. Et par rapport à ça, le facteur travail joue un rôle essentiel. Pour cela, le travail doit être réglementé, il doit être suivi, les conditions nécessaires pour son épanouissement, n'est-ce pas, et son bon fonctionnement doivent être créés. Et la dernière orientation que je me suis fixée, c'est la protection sociale qu'il faut renforcer. Et il faut viabiliser notre système de sécurité sociale. Donc, par rapport à ces 4 orientations, un plan d'action a été mis en place. Ce plan d'action a permis effectivement d'assigner à l'ensemble des services du ministère des missions spécifiques pour enfin contribuer à la réalisation des objectifs que nous nous sommes assignés. Pour mettre en œuvre cela, nous avons obtenu effectivement des ressources financières au titre de la loi des finances 2024. Au total, nous avons obtenu 268 milliards de francs guinéens. Ces 268 milliards ont été répartis entre 4 titres, notamment le titre 2 qui porte sur la rémunération des travailleurs, donc les salaires et autres rémunérations pour un montant de 53 milliards. Et également le titre 3 qui porte sur les transferts, n'est-ce pas, plutôt les biens et services qui portait sur un montant aussi de 53 milliards. Et le titre 4 qui porte sur les transferts porte sur un montant de 39 milliards. Je dirais 42 milliards, désolé. Et également le titre 5 avait une dotation de 118 milliards de francs guinéens. Donc par rapport à ces budgets, nous avons essayé d'élaborer un plan d'action conforme aux moyens que nous avions, mais aussi en tenant compte
effectivement des ambitions que nous projetions, parce que il n'y a pas seulement que les ressources du BND. Nous travaillons aussi avec des partenaires qui nous accompagnent, des partenaires techniques et financiers qui accompagnent et qui prennent en charge certaines activités du ministère. Nous avons par exemple l'Organisation internationale du travail qui nous a beaucoup accompagnés sur certains chantiers. Aujourd'hui, donc, sur ces crédits globaux de 268 milliards, nous sommes sur un taux d'exécution sur base engagement de 90%, parce qu'on est à 89,89%, et un taux d'exécution à base caisse, c'est-à-dire ce qu'on a effectivement décaissé, il est autour de 75%. Donc cela montre la différence entre les engagements pour obtenir des paiements, dont le montant total sur les 268 se chiffre à 232 milliards, et également ce que nous avons à date effectivement décaissé pour payer les différentes prestations, se chiffre autour de 174 milliards de francs guinéens. Mais effectivement, il faut aller au-delà pour dire qu'est-ce que nous avons fait de cet argent. Parce que sur le titre 2 qui porte sur la rémunération des salaires, ce titre nous a permis de payer les fonctionnaires qui travaillent dans tous les services du ministère, des services déconcentrés jusqu'au niveau du cabinet du ministre. Tout le personnel qui travaille, ces ressources ont permis de payer leur salaire. Et à date, nous sommes à un engagement qui correspond au nombre de mois effectivement travaillés par ces agents. Et le titre 3, l'achat de biens et services, les ressources que nous avons utilisées par rapport aux ressources qu'on nous a dotées sous ce titre, nous ont permis de faire des acquisitions de biens et services, d'achat de matériel, d'achat de mobilier, pour renforcer les capacités opérationnelles du ministère. Vous savez, un fonctionnaire peut venir au bureau, il lui faut du mobilier de bureau, il lui faut du matériel informatique. Donc, toutes ces acquisitions ont été obtenues à travers les ressources et inscrites au niveau de ce titre. Mais aussi, il y a certaines activités courantes que nous avons pu réaliser. Parce que c'est sous ce titre, par exemple, des activités phares du ministère, comme l'organisation du concours, il fallait faire l'acquisition de matériel informatique, il fallait prendre en charge la logistique des missions qui ont été déployées à travers le pays. Donc, nous avons fait toutes ces dépenses sous ce titre. Ensuite, le titre 4, l'argent que nous avons dépensé a été essentiellement porté sur les transferts que nous avons faits sous forme de subventions aux établissements publics qui relèvent de mon département, notamment la Caisse nationale de prévoyance sociale, qui est un établissement public autonome, donc qui a reçu donc des transferts sous forme de subventions. Nous avons aussi un autre établissement public autonome qu'on appelle l'Institut national de formation et de perfectionnement, qui a pour mandat la formation et le perfectionnement des agents de l'État, y compris la formation continue des agents de l'État. Donc, cet institut également a bénéficié des subventions. Nous avons également un organe consultatif qui fait un travail formidable. Le CNDS. Parce que le CNDS, le Conseil national de dialogue social, qui bénéficie aussi des subventions de la part de l'État. Nous avons des partenaires sociaux qui nous accompagnent dans nos activités et donc qui bénéficient aussi de l'assistance. Ça fait partie des missions classiques d'un État, donc qui bénéficient aussi de l'assistance sous forme de transfert de l'État guinéen, notamment le mouvement syndical guinéen a reçu donc une dotation, une subvention d'environ 3 milliards de francs guinéens au courant de l'année 2024. Donc, et au niveau du titre 5, les investissements, les 118 milliards que nous avons obtenus, nous avons utilisé cet argent pour payer les décomptes et les avances de démarrage des entreprises qui sont en train de réaliser certains de nos ouvrages, notamment la construction du siège de la Caisse nationale de prévoyance sociale dont le chantier se trouve à Coloma. Nous avons aussi payé les avances de démarrage de l'école nationale, des infrastructures de l'école nationale d'administration que nous sommes en train de construire à Kabelin pour une valeur d'environ 40 milliards de francs guinéens. Donc, ce sont les principales infrastructures. Il y a des études aussi qu'on est en train de réaliser parce que tout cela s'inscrit dans le cadre des investissements publics que nous sommes en train de réaliser à l'intérieur du pays pour la construction des sièges régionaux de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Donc voici un peu le détail que je vous offre sur l'utilisation de crédits qui nous ont été octroyés en fonction des différents titres. Alors, concrètement, les réalisations phares que le ministère a eu à effectuer au courant de l'année 2024. Vous savez, je vous ai parlé d'abord de la modernisation de la gestion de la fonction publique. Nous avons une fonction publique qui a fonctionné depuis l'indépendance jusqu'à maintenant
sous un régime qui ne l'a pas permis de contribuer efficacement à la performance de notre administration publique. Et ça n'a pas permis à l'État d'assurer pleinement le mandat, n'est-ce pas, qui lui est dévolu. Ah bon? C'est pour cela que nous nous sommes dit qu'il est important donc de moderniser la gestion de la fonction publique. Et cette modernisation, nous nous sommes dit, l'État dépense beaucoup d'argent pour payer des agents, mais ces agents contribuent peu à la transformation que l'État souhaite. Et pour cela, il fallait rationaliser la gestion des effectifs. Nous avons créé une base de données à travers un projet qu'on appelle le projet du fichier unique de gestion administrative et des soldes. Fugace. Parce que préalablement, il y avait une disparité de bases de données de gestion des agents de l'État. Il y avait des bases de données dans certains ministères. Donc il y avait cet éparpillement. Il fallait résoudre ce problème à travers la création d'une seule base de données. Et cette base de données, il fallait sécuriser donc tous les enregistrements qui sont faits pour faire en sorte que les agents soient facilement identifiables et que ces identifiants soient sécurisés, comme je le dis. Alors, cela dit, le fichier, la mise en place du fichier, les travaux avaient démarré bien avant ma prise de fonction. Et j'ai trouvé le projet à une phase très critique parce que nous étions en pleine phase de biométrie, de finalisation de la biométrie. Il y avait près de 30 000 agents dont les salaires étaient bloqués parce qu'il y avait diverses anomalies. Donc, il y avait un enjeu social majeur qu'il fallait stabiliser. Donc, nous nous sommes organisés pour faire en sorte qu'on développe un plan d'action pour mettre en œuvre des actions concrètes. Et c'est ce qui fut fait. Nous avons mis en œuvre des actions qui nous ont permis de produire un rapport au cas par cas pour situer quels sont les vrais dossiers et quels sont les faux dossiers dans cet effectif de personnes qui étaient bloquées. Et ça nous a permis progressivement d'apporter des corrections. Et aujourd'hui, je suis heureux de vous dire que nous avons un fichier unique de gestion administrative et de soldes qui permet non seulement une gestion organisée, structurée des agents de l'État. Nous avons des dossiers administratifs bien organisés. Aujourd'hui, il est impossible pour un agent de modifier ta date de naissance pour éviter de partir à la retraite. D'ailleurs, nous générons aujourd'hui automatiquement la liste des départs à la retraite parce que ce système mis en place permet effectivement de le générer. Et nous calculons aussi le salaire dans cette plateforme. Donc, ça a permis effectivement de dématérialiser tout le processus de traitement salarial. Donc, aujourd'hui, le salaire qu'on calculait sur 15 jours, aujourd'hui, en 5 minutes, on a les états de paye. Ce qui permet aujourd'hui pour des fonctionnaires de recevoir même des notifications par messagerie, par email. Ils reçoivent des bulletins. Avant, pour un fonctionnaire, avoir un bulletin, ce n'était pas simple. Il y a même certains qui payaient de l'argent pour avoir le bulletin. Et aujourd'hui, chaque fonctionnaire, c'est son dossier administratif, il reçoit automatiquement le bulletin. Donc, il y a beaucoup de transformations comme ça que nous avons opérées. Il y a d'autres applications que nous avons développées autour de ce fichier unique. Par exemple, l'espace agent, qui est un espace que nous avons créé, qui va être un portail pour chaque agent de pouvoir bénéficier des services de gestion RH liés à son statut. Donc, l'agent peut rentrer, il téléverse tous ses dossiers là-bas et il peut suivre sa situation salariale, ses mouvements, sa situation de carrière. Il peut formuler désormais toutes ses requêtes. Et au lieu maintenant de faire... Oui, cet espace est disponible. Nous allons d'ailleurs faire le lancement officiel dans quelques jours, je pense. Donc, cet espace est disponible. Ça permettra à un fonctionnaire qui est à Lola, qui veut demander un congé de maternité, un congé maladie, de ne pas simplement s'atteler encore à faire un courrier écrit, que ça remonte, ça fait tout le circuit. Maintenant, il va juste dans son espace, il peut faire la requête, c'est traité, il va en congé tout en respectant les procédures qui vont avec. Et donc, la gestion de la situation administrative et de la carrière des agents sera maintenant organisée. Et ça nous a permis d'avoir un regard sur le profil de notre fonction publique. Et beaucoup de questions aujourd'hui se soulèvent autour de ça. Ces questions sont des éléments déjà de base du pilotage d'une réforme de notre fonction publique. Et c'est sur ça d'ailleurs, on parlera des perspectives certainement, pour vous dire que le travail qui est fait, c'est un travail qui modernise la gestion de notre fonction publique, mais également ce travail permet d'avoir une base solide pour faire des projections de réformes et conduire des réformes avec la meilleure performance possible. Et de l'autre côté, la fonction publique, c'est un outil de l'administration publique. Bien sûr. Pour produire les biens et services. Et donc, la réforme de l'administration publique, l'un des défis de notre administration, c'est l'instabilité institutionnelle.
je dirais même le défi de la stabilité institutionnelle. Parce que quand les hommes changent, on a tendance à faire changer les structures. On a tendance à changer quotidiennement les missions de nos structures. Quand tu changes les missions d'une structure, vous êtes obligé de tout revoir parce qu'il faut réadapter, n'est-ce pas, le plan organisationnel, le plan d'action. Donc chaque fois, on se trouve dans ça. On s'est dit, il faut faire un travail qui permette de s'aligner aux orientations, les orientations de la transition. Parce que si on veut réussir une refondation institutionnelle, il faut des institutions solides. Ces institutions solides, ce ne sont pas seulement des institutions républicaines. Les gens pensent souvent simplement au CNT, à la justice, à la Cour des comptes. Ce sont les services administratifs qui doivent être bien organisés, avec des attributions claires, mais des attributions aussi, certes, qui s'adaptent aux enjeux, mais des attributions qui ne changent pas aux humeurs des individus. Tout à fait. Ce sont des attributions donc qui doivent prendre en compte les préoccupations réelles au niveau des différents secteurs. Et donc, nous nous sommes dit, il faut travailler à réorganiser l'administration conformément à un texte que nous avons, qui est l'un des meilleurs de la sous-région. Nous avons la loi 025 qui porte sur l'organisation de notre administration publique. Donc, conformément à cette loi, nous conduisons des actions au quotidien d'élaboration des textes organiques pour les services publics, des cadres organiques pour les services publics. Alors, aujourd'hui, je suis en mesure de vous dire que quand j'ai pris fonction, on ne connaissait pas le nombre de directions nationales, le nombre de divisions, le nombre de sections. Donc, c'était un défi. Si on veut faire une réforme profonde, une réforme structurée, il faut maîtriser, d'avoir des chiffres clairs de cet organigramme de notre administration publique. Et c'est sur la base de ça que nous avons produit un plan d'action pour la réorganisation de ces services-là. Aujourd'hui, nous sommes très avancés dans la finalisation des textes organiques de la plupart des départements ministériels, des services techniques de ces différents départements ministériels, les cadres organiques, mais on veut aller au-delà. On veut maintenant faire en sorte qu'on ait un cadre organique opérationnel. Le cadre organique opérationnel ne se limite pas simplement à l'identification des postes au sein des services publics. Mais il faut que chaque individu qui doit exercer une fonction au sein d'un cadre organique puisse avoir une fiche de poste. Donc aujourd'hui, ce travail a démarré. On est sur l'expérience avec le ministère des Affaires étrangères. Parce qu'il y a une liaison entre le travail de réforme que nous faisons et la gestion de la fonction publique. C'est ce qui va, c'est la clé de gestion rationnelle des ressources humaines de l'État. Parce que chaque agent a une fiche de poste. Vous savez pourquoi vous êtes recruté. Vous savez ce que vous devez faire au quotidien. Parce que nous avons une loi qui offre suffisamment d'avantages aux fonctionnaires. Mais vu qu'il n'y avait pas eu d'action entreprise, il y a des avantages que les fonctionnaires ne peuvent pas bénéficier. Il y a des avantages liés à l'évaluation pour déterminer le niveau de performance des agents publics. Bien sûr. On n'avait pas réussi encore à mettre en place un système d'évaluation. Il y a 2 semaines, nous avons terminé les activités d'élaboration des outils et de la méthodologie d'évaluation. Nous allons commencer, n'est-ce pas, le travail d'évaluation proprement dit des agents. Et tous les ministères y ont contribué. Nous avons aujourd'hui les fiches d'évaluation et des agents publics et des services publics. Nous avons une administration malade, nous le savons tous. Mais pour qu'on soigne, il y a les dysfonctionnements que vous savez, tout ce qui s'ensuit. Pour qu'on soigne cela, il faut qu'on ait un état des lieux du niveau de performance. Et ça, il faut évoluer, il faut des grilles d'appréciation. Et si on connaît ces problèmes en fonction des résultats d'évaluation, on peut sortir des plans d'action pour suivre le processus de correction des anomalies constatées. Et c'est au fur et à mesure que nous constaterons, en corrigeant ces anomalies, que nous pourrons améliorer, n'est-ce pas, le fonctionnement, l'efficacité et même l'efficience et de nos services publics et de nos agents publics. Si on évalue un agent, qu'on constate les insuffisances qu'il a en termes de formation, n'est-ce pas, et même en termes de cadre de gestion, on peut proposer des programmes adaptés pour créer la montée en compétences ou créer des environnements beaucoup plus conviviaux, n'est-ce pas, pour l'exercice des activités de ces différents agents. Et sur l'administration du travail, vous savez que nous avons un pays qui a une histoire particulière, ce qui fait d'ailleurs que dans notre devise, nous avons le travail comme une valeur que nous avons décidé en tant que Guinéens d'incarner de façon unanime. Et pour cela, il faut que la gouvernance du travail soit un élément essentiel. Et qui parle de gouvernance du travail
parle de la gouvernance de tous les mécanismes qui doivent faciliter la création et la promotion d'emplois. Et se prend en compte tous les mécanismes qui doivent créer un environnement sain et salubre au milieu professionnel, donc la dimension de la santé et de la sécurité au travail, le perfectionnement du travailleur, un travailleur qui est recruté pour éviter qu'il se retrouve dans une situation d'exploitation précaire, il doit s'adapter, n'est-ce pas, ses capacités, ses aptitudes à l'évolution des modes de production. Mais également, il y a une dimension importante. Nous avons souscrit à l'agenda du travail décent. Et la souscription à l'agenda du travail décent voudrait que nous travaillions pour faire en sorte que les normes du travail décent soient respectées en milieu professionnel. Donc, il y a l'inspection du travail qui relève de mon département et qui fait ce travail de contrôle. Et de l'autre côté, nous avons la protection sociale. Nous gérons une dimension importante de la protection sociale, c'est la dimension qu'on appelle la dimension contributive. C'est-à-dire que nous gérons les ressources des assurés sociaux qui cotisent pour prévenir certains risques professionnels. Donc c'est pour cela que nous avons la Caisse nationale de sécurité sociale qui gère les secteurs privés et mixtes, et nous avons la Caisse nationale de prévoyance sociale qui gère tout le dispositif de sécurité sociale pour le secteur public. Et sur la dimension, n'est-ce pas, gouvernance du marché du travail, nous avons réalisé cette année plusieurs missions de contrôle, n'est-ce pas, et d'inspection en milieu professionnel. Nous avons touché environ 297 entreprises. Et ce qui est intéressant, c'est pas le nombre d'entreprises touchées, mais c'est le nombre de conflits individuels et collectifs enregistrés, et c'est résolu par les efforts de l'inspection. Nous avons cette année enregistré un taux de performance de 92% de conflits résolus par l'inspection. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça permet d'avoir un climat social, n'est-ce pas, apaisé, ce qui est favorable à l'investissement et ce qui est favorable à la mise en œuvre de tous les programmes de développement projetés par le gouvernement. Et nous avons plutôt mis en place un dispositif important pour faciliter la production des statistiques sur le marché du travail. Et ça, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, nous avons des perspectives de création d'emplois très limitées. Parce que simplement, il y a le tissu économique qui n'est pas suffisamment élargi, mais nous ne maîtrisons pas aussi tout cet écosystème. Parce qu'on ne maîtrise pas les informations. Aujourd'hui, la dynamique, n'est-ce pas, de la population active, du taux d'activité, n'est-ce pas, les dynamiques intrasectorielles ne sont pas cernées par les politiques publiques. Ce qui fait qu'on dépense beaucoup d'argent au niveau des politiques sectorielles, mais les actions qui sont mises en œuvre n'arrivent pas à créer des emplois pour absorber le chômage qu'il y a sur le marché. C'est pour cela que nous avons travaillé sur tous les préalables avec les outils de base pour permettre à ce qu'en début d'année prochaine, nous puissions commencer le travail de production des informations pour avoir un baromètre du marché du travail. Et sur la protection sociale, nous avons réalisé beaucoup de choses. L'une des actions phares que nous avons réalisées, c'est la couverture médicale en faveur des agents de l'État. On va entrer en détail tout à l'heure avec cette étape qui est le face-à-face. Donc, Monsieur le Ministre, merci pour cet exposé assez clair. Maintenant, nous sommes dans la rubrique face-à-face et la première question, c'est avec Nénéo Mugello. Alors, Monsieur le Ministre, vous avez abordé plusieurs dossiers que vous avez eu à traiter cette année, mais vous avez signé par exemple un arrêté par rapport au recrutement des nouveaux agents de la fonction publique. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le nombre et nous dire est-ce que c'est une capacité réelle ou c'est juste une prise en charge actuelle du gouvernement? Ils ne peuvent pas payer plus que ça. Merci pour la question. Je reviens pour dire que nous avons une orientation claire au niveau du gouvernement. Parce que la transition repose sur des axes. Le premier axe, c'est le social. Le président, en parlant du social, il a tenu à ce que le vivre ensemble soit restauré, mais que la justice sociale aussi soit effective dans notre pays. Cela dit, la gestion des ressources humaines repose aussi sur cette ambition, de faire en sorte que cette justice sociale soit réglée. Nous avons projeté un objectif de recrutement de 20 000 agents, répartis entre le personnel à déployer au niveau communautaire et le personnel à utiliser au niveau central, mais aussi l'administration déconcentrée.
Cela veut dire que nous avons recruté 10 000 enseignants communautaires qui sont dans des communautés. Et nous devrions recruter 10 000 agents pour le reste de l'administration publique. Mais pour l'instant, nous avons recruté 8 024 agents. C'est quoi l'écart? Vous savez, je vous ai parlé de la modernisation de la gestion de la fonction publique. Oui. Je vous ai parlé de la notion de texte organique, de cadre organique, de fiche de poste. Si le cadre organique de votre service ici dit que vous n'avez besoin que de 15 agents, si vous amenez 20 personnes, c'est que vous êtes dans du gaspillage, vous êtes dans de la mauvaise gestion. Parce que les 5 autres personnes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il n'y a pas de poste prévu pour eux ici. Cela ne veut pas dire que le chiffre restant, c'est des gens qui n'ont pas de poste, parce qu'on avait identifié effectivement les 10 000 postes. Mais il se trouve au niveau de l'enseignement technique, vu la démarche qualité que nous avons mis en place, vous avez un seuil de 30 points à obtenir pour obtenir la chance d'être admis. Quelqu'un qui a 2 sur 30, même s'il est le deuxième, tu veux prendre 10, tu ne peux pas le retenir. D'accord. Donc c'est une démarche qualité qui a fait qu'au niveau de l'enseignement technique, il y a plus de 900 postes qui sont restés infructueux. Si on voulait reproduire les pratiques du passé, on aurait ramassé nos parents pour dire, venez, on a 900 postes, le gouvernement veut prendre 10 000, on les prend, on les met là. Mais, conformément à la vision du président de la République, qui veut qu'on modernise la gestion de l'administration, on recrute de façon rationnelle, de façon structurée. Et il y a toujours un besoin à ce niveau. Donc, il y a ce gap qui est resté. Aujourd'hui, il y a un travail entre l'enseignement technique et le ministère de la fonction publique pour faire en sorte qu'une nouvelle campagne de recrutement soit lancée pour avoir les compétences recherchées par le ministère et en fonction des postes disponibles au niveau de ce ministère. Le même exercice va être fait avec le ministère de l'enseignement supérieur, effectivement, qui a un gap non encore couvert. Ils ont fait plusieurs appels d'offres pour chercher des PhD qui doivent enseigner dans les universités. Le nombre demandé n'a pas encore été obtenu. Donc, on ne peut pas octroyer les places pour octroyer. On ne peut pas signer un arrêté de 10 000 parce que simplement le gouvernement veut 10 000. On recrute en tenant compte de toutes ces exigences de qualité. Donc, les prochaines périodes, nous allons nous organiser avec les services qui ont encore des quotas disponibles pour recruter et obtenir les compétences avec toutes les exigences de qualité encore une fois de plus. Donc, c'est ce qui explique l'écart. Oui. Monsieur le ministre, beaucoup d'engagement au niveau de l'enseignement, mais récemment, on entend encore des cris par rapport à ce domaine. Ceux qui sont engagés, on dirait qu'il n'y en a pas assez. Il y a des gens qui demandent à ce que leur situation soit régularisée. Pourquoi est-ce que c'est toujours un peu problématique de ce côté? Il y a une question de perception. Vous savez, on est dans une véritable dynamique de conduite du changement. On lance des réformes, on pilote des réformes, mais face aux réformes, il y a de la résistance parfois au changement. La situation des enseignants communautaires dont il est question, c'est en 2014, les gouvernements d'alors ont dit à ces jeunes, vu que les enseignants titulaires étaient en grève, vous êtes diplômés, allez enseigner. Après la grève, on vous recrute pour la fonction publique. De 2014 jusqu'en septembre 2021, rien n'a été fait pour eux. C'était des promesses non tenues. C'est une promesse non tenue. On les a utilisées. Et qu'est-ce que vous avez fait? Et le président, comme je vous l'ai dit, conformément aux objectifs de l'axe social de restaurer la justice, il a décidé de régulariser la situation, mais en faisant quand même une décantation en fonction aussi de la disponibilité technique et financière au niveau de l'État, n'est-ce pas? De la capacité technique et financière. Et ça, nous avons évalué le besoin à 10 000. Nous nous sommes dit, il faut évaluer parmi l'effectif, je crois qu'ils étaient autour de 19 000, il faut évaluer, et ils étaient d'accord tous. On prend les meilleurs en fonction des besoins dans chacune des communautés. Et c'est ce qui fut fait. Les 10 000 qui ont obtenu le test, ce n'est même pas la fonction publique qui a évalué, c'est une question strictement sectorielle. Ils ont été évalués par le ministère utilisateur, je veux dire. Donc l'enseignement préuniversitaire les a évalués sur des aptitudes pédagogiques. Donc ceux qui ont une bonne performance ont été retenus. Les 10 000 aujourd'hui, ils sont payés, ils perçoivent leur salaire. Oui, mais il y en a les non-admis réclament aussi qu'ils soient pris à la fonction publique. Attends.
si nous voulons nous développer, soyons conséquents, il faut des règles de fonctionnement. Oui, mais il y en a qui disent qu'ils ont passé le concours, mais après, ce n'est pas leur nom qu'ils ont retrouvé sur les listes. Comment est-ce que ça peut être possible? Vous savez, il y a la théorie de celui qui n'est pas admis. D'accord. Moi-même, j'ai reçu beaucoup de personnes. Certains sont venus me voir dans le... Je suis très accessible parce que le ministère de la fonction publique, c'est un ministère éminemment social. Parfois, j'appuie mes services techniques, n'est-ce pas? Je descends un peu bas pour échanger avec certains utilisateurs de nos services. J'ai reçu des gens qui sont venus, certains ont dit, non, la note que j'ai eue, c'est pas ce qu'on a reporté. Ils sont venus avec des fiches. J'ai sorti les résultats d'évaluation, parce que j'ai une copie que j'ai gardée dans mon bureau. On a comparé. Il a vu que sa note était là. Mais c'était un cas portant sur Forécaria. Mais dans Forécaria, le nombre d'admis, le nombre d'enseignants qu'on devait recruter, la note qu'il a obtenue ne lui permettait pas d'être dans ce nombre-là. Et il pensait qu'on l'avait triché. Et surtout que le concours, c'est pas le plus mérité. Il n'avait pas la bonne information. Oui. Mais aussi ça, c'est de la mauvaise foi, quelque part. Ils étaient en coordination. Il y avait une communication parfaite entre eux. Nous, on n'était même pas à la présidence de toutes les instances qui ont géré ce problème. L'un des acteurs majeurs, c'est l'intercentrale de l'éducation, le syndicat de l'éducation, qui s'est beaucoup battu pour eux, pour défendre leur cause. Donc aujourd'hui, moi je comprends bien, n'est-ce pas, tout ce qui peut pousser à de la colère et tout, c'est comme tout jeune. Mais encore une fois, en tant que ministre de la fonction publique, je recrute en fonction des quotas validés par le gouvernement et en fonction des règles rationnelles de recrutement pour servir l'administration publique. C'est pas parce que tu n'es pas admis que tu vas aller, n'est-ce pas, te syndiquer dans la rue que je vais dire que non, ok, puisqu'il est fâché, il faut le régulariser. Ça veut dire que tout jeune Guinéen qui n'a pas de situation peut aussi venir pour dire que je vais être à la fonction publique. Maintenant, on ne vient pas, même ceux qui sont recrutés. Avant, ce qui ne se faisait pas, c'est que on recrutait pour titulariser dès l'arrêté d'engagement. La loi dit qu'il y a une année de stage probatoire. Et à l'issue de cette période de stage probatoire, le service utilisateur évalue l'agent. Si la performance n'est pas acceptable, il n'est pas titularisé comme fonctionnaire. D'accord. C'est quand la performance est jugée acceptable par le service utilisateur qu'on titularise. Donc il y a certes l'arrêté d'engagement, mais il y aura un arrêté de titularisation. C'est extrêmement important parce que, vous savez, même ceux qui sont admis, qu'on vient d'engager, certains commencent maintenant des démarches de mutation. Pour dire, je vais changer de département, faites en sorte que je ne sois pas à l'intérieur du pays, que je sois à Conakry. Il faut qu'on change de perception, c'est extrêmement important. C'est une question de vie de notre nation. Parce que si l'administration continue à dysfonctionner, c'est le développement de notre pays qui continuera à devenir. Maintenant, quelles mesures il faut prendre pour éviter ces malentendus? Nous, pour renforcer la transparence. À notre niveau, ben, on communique. Nous avons suffisamment informé. Sur tous nos canaux, je crois que vous devez les suivre. Bien sûr. Mais il y a des gens qui les communiqués qui passent avant le recrutement. C'est une des rares fois qu'on publie même l'arrêté d'engagement à la fonction publique sur les réseaux sociaux. Oui. Quelle transparence dépasserait ça? Mais monsieur le ministre, comment vous faites pour maintenir ces agents à la base? Mais d'abord, est-ce que le Guinéen, tout le Guinéen jusqu'à Zo, au dernier kilomètre, sont servis par des agents de l'État? Et comment vous faites pour maintenir ces agents affectés là? Ça, c'est un défi. C'est vraiment un défi. C'est une question essentielle. Parmi les perspectives que nous projetons, il y a effectivement le travail à faire pour faire en sorte que la décentralisation fonctionne, donc avec le ministère de l'administration du territoire, mais aussi que les services déconcentrés jouent leur rôle. Ça veut dire qu'il faut plus d'agents au niveau des secteurs surtout sensibles comme l'éducation et la santé. Nous sommes conscients que tous les besoins ne sont pas encore couverts. Encore une fois, c'est ce qui fait que il faut qu'on recrute de façon rationnelle pour qu'on cerne les besoins et qu'en fonction des moyens que l'État a à sa disposition, qu'on épuise le besoin progressivement. Mais si on recrute dans le désordre, parce que ce que vous ne savez pas, l'un des problèmes aujourd'hui de notre fonction publique, c'est le problème du redéploiement. Vous avez beaucoup d'argent payé pour le compte de l'éducation, mais qui ne vont pas en classe. Nous venons, parce qu'on a mis en place encore un outil pour aider à apurer aussi et à exfiltrer des fichiers de la fonction publique,
toutes ces personnes qui trichent sur le dos de l'État. Nous avons fait récemment une expérience ici à Conakry dans le secteur éducatif. Sur un échantillon de 3000 enseignants, 507 enseignants sont des personnes qui ne vont pas en classe. Certains se font remplacer par des étudiants diplômés ou des jeunes universitaires qui se font remplacer dans les salles de classe. L'État les paye, il triche l'État, il triche les enfants qu'ils enseignent. C'est pas normal, il faut qu'on change. Donc si on réussit à mettre en place des bases véritablement rationnelles, encore une fois de plus, l'État est en mesure de fournir le service public à tous les niveaux, dans tous les villages de ce pays-là. Mais il faut qu'on ait l'accompagnement. C'est pour cela que j'insiste là-dessus. Parce qu'il y a ce que l'État doit faire. Je sais, je suis conscient que nous devons faire encore beaucoup d'efforts. Mais il faut qu'on soit accompagné. Donc c'est pour cela, l'une des activités que nous projetons pour l'année prochaine, c'est de créer maintenant des initiatives civilo-administratives qui vont davantage sensibiliser les populations sur les réformes qui sont menées. Pour qu'elles comprennent que les réformes sont pour elles. Je vais parler des populations. Les réformes ne sont pas contre les populations. Mais il faut qu'on accepte tous de payer parfois la facture de la réforme pour qu'au final, nous nous sortions gagnants. Les pays qui sont aujourd'hui convoités par nous-mêmes, ils sont passés par là. Ils ont suivi la rigueur des réformes. D'accord. Alors moi, je veux parler de formation. La formation continue des agents publics est cruciale pour la performance de l'administration. Quelles initiatives ont été menées dans ce sens cette année? Alors cette année, nous avons formé beaucoup d'agents. Sur votre plateforme, c'est écrit 100 formations. On est allé à faire un tour. 100, ça c'est les activités. 100 formations par an. Nous avons cette année formé plus de 3000 agents dans divers domaines. J'étais à l'intérieur à Zérékoré, je remettais les satisfaits à 200 cadres du niveau intermédiaire qui ont bénéficié d'un programme d'excellence. On a bénéficié d'ailleurs de l'appui de l'Agence française de développement qui nous a accompagnés à mettre en œuvre ce programme. C'est des cadres qui interviennent au niveau de l'intérieur du pays, donc dans les administrations régionales et préfectorales, et qui occupent des niveaux d'encadrement intermédiaire que nous avons décidé de former pour qu'ils aient des compétences en management public, en gestion organisationnelle, des compétences en administration publique, mais aussi sur des questions d'éthique et d'intégrité dans la gestion de l'administration publique. Donc ces cadres ont été formés, mais au total, nous formerons, ce programme est en train de former 800 cadres. Et au-delà de ça, il y a plusieurs cohortes de formation qui sont passées à l'Institut national de formation et de perfectionnement, qui ont bénéficié des programmes de formation continue, de montée en compétences sur des thématiques clés en lien avec la nouvelle tendance de performance que nous voulons pour notre administration publique. Donc la formation, c'est un élément de la carrière d'un agent. Bien entendu. Si tu veux passer de l'hiérarchie B à l'hiérarchie A, l'une des conditions, c'est d'acquérir les aptitudes nécessaires d'avoir une nouvelle qualification en termes d'aptitude professionnelle. Donc ça peut aboutir à un diplôme. Et généralement, c'est les diplômes qui font passer des gens d'un niveau hiérarchique à un autre niveau hiérarchique. Monsieur le ministre, est-ce qu'aujourd'hui il y a un plan de carrière type pour les fonctionnaires guinéens qui leur dit, après 2 ans, vous devez quitter de tel point pour aller vers tel point? Parce que nous voyons des agents stagner dans des services, ils font 5 années, ils ne bougent pas. Et souvent, des dominations fantaisistes viennent avec des personnes peu compétentes, on le voit souvent. Pour vous dire vrai, parce que cette émission, elle est d'une importance capitale. Bien sûr. C'est vraiment l'expression d'une volonté ultime du président de la République. Donc l'obligation d'honnêteté est une règle aussi à respecter sur ce plateau. Les lois que nous avons prévoient ça. Il y a toute une échelle de progression carrière pour un agent public. Comment, depuis l'entrée jusqu'à la retraite, l'agent doit progresser. Mais aujourd'hui, l'État n'avait pas réussi, n'est-ce pas, à déployer tout le mécanisme nécessaire pour permettre à l'agent de connaître cette progression. Si on ne sait pas que madame occupe telle fonction dans telle administration, voici l'acte qu'il a fait occuper cette fonction, cet acte administratif. Elle a fait combien de temps à cette fonction? S'il n'y a pas ce système de gestion, comment on peut créer
n'est-ce pas, le mécanisme, activer le mécanisme de progression. C'est pas possible. C'est pour cela que nous avons mis en priorité la mise en place de ce cadre institutionnel. Et autre élément, n'est-ce pas, de progression, c'est l'évaluation de la performance. La loi donne toutes les conditions de progression en tenant compte de la performance des agents. Mais si on n'évalue pas, on ne peut pas faire progresser l'agent en termes d'échelon, en termes de grade, en termes, n'est-ce pas, d'hierarchie et ainsi de suite. Donc, tout est prévu dans les textes, mais c'est la mise en œuvre. Et c'est sur ça, c'est ce que nous sommes en train de prioriser. Aujourd'hui, il y a déjà beaucoup de mécanismes qui sont déployés et qui permettront de créer tout ce système de gestion de la carrière des agents. D'accord. Monsieur le ministre, nous avons recueilli l'avis de quelques citoyens et c'est dans la rubrique Vox Pop. On va le suivre. Je m'appelle Abdoulaye Sow, je suis citoyen résident au quartier Bordeaux, dans la commune urbaine de Kankan. Et si j'ai aujourd'hui M. Bourounou en face, qui est le ministre de la fonction publique et du travail, les questions que je pourrais le poser, c'est par rapport d'abord à la situation des admis à la fonction publique 2024. On voudrait savoir vraiment à quel niveau se situe la situation de ces nouveaux fonctionnaires. Ils sont déjà engagés, donc ils sont maintenant dans un processus de stage probatoire, mais nous avons apporté une innovation majeure. C'est un programme d'induction que nous avons civilo-militaire qu'on a développé avec le ministère de la Défense. Donc la première cohorte sera programmée en début janvier pour commencer ce programme civilo-militaire. Et au sortir de ce programme civilo-militaire, ils vont faire des cours d'entrée à la fonction publique. Ça va être des cours qui vont les apprendre la connaissance de l'administration publique, n'est-ce pas, les aspects techniques, pour qu'ils soient capables de faire des productions techniques avant même de commencer à travailler, pour éviter que ce soit des cadres affectés dans des administrations publiques qui n'apporteraient pas suffisamment de contribution pour la performance de leur service public. Donc c'est pour cela que nous sommes dit qu'il faut maintenant des agents bien qualifiés qu'on place à côté, n'est-ce pas, au sein de notre administration. Donc il y aura ce parcours civilo-militaire, il y aura des formations avec l'Institut national de formation et de perfectionnement sur des aspects de l'administration publique, la connaissance de l'État, la gestion axée sur les résultats. Ça vaut pour tous les recrues? Donc pour tous ceux qui ont... Les enseignants aussi? Mais les enseignants aussi. Cette procédure va durer combien de temps? Par contre, oui, on a constitué des cohortes. Les enseignants, ils vont là directement en classe, parce que les secteurs n'ont pas les mêmes réalités. Du tout. C'est pendant les vacances que les enseignants passeront leur parcours civilo-militaire. Donc en attendant, vu que nous allons prendre probablement des cohortes de 2000 à 2500, donc si on a des cohortes de 2000, nous avons 8000, ça va faire environ 4 cohortes que nous déployerons. Bonjour Monsieur le ministre de la fonction publique, moi je réponds au nom de Souma Alcine Aïe, citoyen de Conakry. Ma question est de savoir sur le recrutement. Il y a eu 10 000 annoncés, 20 000 annoncés au total, 10 000 pour la fonction publique locale et 10 000 encore pour la fonction publique directe. Mais ils ont recruté, ils ont pris d'abord que 8 000 sur les 10 000 annoncés. Où en sommes-nous avec le reste de ces agents qui sont recrutés? Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième préoccupation, c'est le cas spécifique des travailleurs de la RTG. Ceux qui font tout ce travail, tous ces travaux-là pour vous. Aujourd'hui, où en sommes-nous avec leur recrutement? Je pense que cet écart est dû au fait que nous avons obtenu des recrutements infructueux. C'est-à-dire qu'il y a des postes pour lesquels on cherchait des agents, mais ceux qui ont postulé, vu les notes qu'ils ont obtenues, on ne pouvait pas les retenir. Nous avons gardé ces postes et un autre concours va se préparer. Nous sommes déjà même en train de travailler avec les ministères concernés pour lancer un autre processus de recrutement dans l'espoir qu'on aura les profils requis pour assumer ces postes. Les travailleurs de la RTG, le processus est en cours. Il y avait eu effectivement beaucoup d'incompréhension autour de la situation des travailleurs de la RTG. Aujourd'hui, les départements concernés ont harmonisé leur point de vue. Il y a déjà une base de travail qui a été mise en place. Au moment où je vous parle, le travail est très avancé au niveau de la direction générale de la RTG, je dirais même du ministère de l'Information et de la Communication. Et nous attendons la suite de ce travail pour que nous passions le communiqué pour le processus d'organisation du concours interne concernant ces stagiaires. Je me nomme Keta Mohamed.
Je suis médecin vétérinaire. Donc, bon. Mais en ce qui concerne la fonction publique, disons comme ça, ce qui concerne la fonction publique, on aimerait que quand quelqu'un est à la fonction publique, je pense que sa situation est presque réglée, normalement dans tous les cas. Le logement, les moyens de déplacement, et tant d'autres, ça doit être réglé par l'État. La question des logements, c'est une question centrale qui est dans les réflexions chez nous aussi. Mais il ne faut pas s'aventurer dans des réformes coûteuses sans maîtriser déjà l'existant. Je vous ai parlé tout à l'heure de la base de données. Pour au moins connaître, on a combien de fonctionnaires? Ils sont où? Donc cette répartition, le profilage de tous ces fonctionnaires, ce travail qu'on est en train de faire là nous permet d'avoir donc cette base-là. C'est des réflexions qui sont aussi en cours au niveau du ministère. Il n'est pas exclu qu'on débouche sur des programmes sociaux en faveur des fonctionnaires. C'est pas encore des projets concrets au sein du ministère, mais la réflexion est en cours. Sinon, il y a des avantages quand même maintenant là accordés aux fonctionnaires. Vous savez, aujourd'hui, les rémunérations qui sont touchées par des fonctionnaires comportent le salaire et les accessoires de salaire. Pour certaines catégories... Ce ne soit pas beaucoup, hein? Non, je suis en train de vous dire que il y a quand même, n'est-ce pas, des accompagnements qui sont offerts. Quelqu'un qui reçoit 1,5 million parce qu'il accepte d'aller enseigner dans un district, c'est une mesure d'accompagnement qu'il faut saluer quand même. Et celui qui reçoit 1 million, oui, la prime d'éloignement qui est aujourd'hui payée, n'est-ce pas, aux enseignants en fonction de la zone d'affectation. Je peux vous citer autant de mesures, pas seulement les enseignants, parce que les fonctionnaires, ils sont organisés en cadre unique, en tenant compte de l'homogénéité des métiers de l'administration publique. Donc on les a organisés en cadre unique. Et il y a des cadres uniques qui ont des statuts particuliers. Dès qu'on parle de statut particulier, c'est qu'il y a des avantages particuliers que l'État accorde aux fonctionnaires relevant de ce cadre. Il y a le cas des fonctionnaires, il y a le cas des médecins, n'est-ce pas, qui ont un statut particulier. Vous avez suivi récemment, n'est-ce pas, c'était en décembre 2023, le décret qui est passé pour l'enseignement supérieur. C'est un effort du gouvernement. Moi, je veux quand même que nous comprenions que le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, a fait beaucoup d'efforts. Mais bien sûr. Il y a beaucoup à faire encore, je suis conscient. Mais qu'on reconnaisse ce qui est fait. Bien sûr. Je pense que progressivement, d'autres efforts pourront être déployés pour soulager. Ça fait quelques mois, nous avons connu une évolution de la valeur monétaire du point d'indice de tous les agents. Ça a, n'est-ce pas, entraîné une augmentation de leur salaire. Tous les fonctionnaires l'ont constaté sur leur bulletin. C'est un effort. L'accompagnement, ce qui vient d'être fait, c'est une révolution sociale. Il faut qu'on le comprenne. Je dirais même une révolution aussi des développements durables. La couverture médicale. Ça n'a que trop tardé. Désormais, un agent public, je veux dire un fonctionnaire, vous êtes malade. Du diagnostic jusqu'à la pharmacie, l'État paye 80% de la facture. C'est énorme. C'est un effort à saluer. Avec des cotisations. Donc je suis en train de vous dire, oui, avec des cotisations, mais si on décide de dire, on prend en charge à la hauteur de la cotisation, êtes-vous sûr qu'on soit en mesure de couvrir toutes les factures, n'est-ce pas, de prise en charge? C'est pas certain. Donc c'est pour vous dire que c'est un effort important qu'il faut saluer, qu'il faut reconnaître. Au fur et à mesure que nous aurons l'accompagnement de tous les fonctionnaires, de la population, dans l'assainissement du fichier de la fonction publique, on aura une meilleure maîtrise des effectifs. Cela va dégager des marges. Aujourd'hui, avec Simandou, c'est une ambition de développement qu'on a mise au niveau des standards internationaux, parce qu'on veut sortir d'une économie résiliente vers une économie émergente. Tout à fait. Et pour cela, il faut que la capacité stratégique de pilotage du programme Simandou aussi puisse s'accroître. Il faut une réforme de l'administration, il faut beaucoup de fonctionnaires, il faut former ces fonctionnaires, et il faut beaucoup d'autres accompagnements pour que la productivité des fonctionnaires aussi puisse augmenter. C'est pour vous dire qu'il y a des efforts qui sont faits, on continuera à faire aussi des efforts, mais c'est important que les acteurs comprennent que ce qui est fait n'est pas à négliger aussi.
Vous avez parlé de plus de 100 et quelques milliards en termes d'investissement. Est-ce que l'idéal du gouvernement d'investir plus et de dépenser moins est respecté dans votre département? Bien sûr, aujourd'hui, on investit plus qu'on ne dépense. D'accord. Et même sur le traitement salarial, parce que nous sommes le ministère en charge de la fonction publique. Je dirais aujourd'hui, certes, le salaire est une dépense, mais on investit plus qu'aujourd'hui qu'on ne dépense. C'est pour cela que nous avons institué le contrôle de présence des agents publics. Je vous ai parlé tout à l'heure, sur un échantillon donné, on a 107 personnes qu'on doit exfiltrer. On fait aujourd'hui un contrôle quotidien, permanent des agents publics. En quoi faisons-nous avec des appareils? Comme on a vu à un moment... Nous avons des outils, n'est-ce pas, que nous utilisons. Je ne voudrais pas donner tout le détail. Libre à vous. Ça relève de l'inspection générale de l'administration publique. Ils utilisent des outils qui permettent aujourd'hui de ne plus payer ceux qui ne travaillent pas, mais de payer ceux qui travaillent. Et quand tu payes celui qui travaille, c'est un facteur de production que tu rémunères. Donc c'est un investissement. L'investissement, soit tu fais l'acquisition des capitaux, soit tu rémunères la force travail. Donc aujourd'hui, quand on te paye, tu viens faire ton travail, c'est un investissement que nous sommes en train de faire. Donc aujourd'hui, cette gestion rationnelle, elle est vraiment respectée au niveau du ministère du Travail et de la fonction publique. Investir pour accroître la productivité du travail. D'accord. Comment vous avez lancé l'inauguration de la politique nationale de sécurité et santé du travail, en présence de nombreux ministres, de collaborateurs et des invités. Est-ce que vous pouvez nous parler des conditions? Vous savez, aujourd'hui, effectivement, on vit dans des milieux professionnels qui nous exposent à beaucoup de risques. Je prends les risques les plus récurrents, c'est le stress. Parfois, le stress est dû, n'est-ce pas, à l'ambiance qu'on a en milieu professionnel. Ça ne met pas le travailleur en sécurité. Bien sûr. De la maison au travail, aujourd'hui, vous n'avez pas de voiture, prenez la moto, le risque est très élevé parfois que vous fassiez un accident. Donc il y a des accidents, même dans votre milieu de travail. Parfois, vous êtes exposé à du matériel qui peut vous blesser, qui peut vous tomber dessus. Il y a des ouvriers qui font des travaux à haut risque, qui sont dans des mines, qui sont dans des BTP. J'introduisais mon discours par cette illustration de certains rapports que j'avais reçus récemment. Un jeune ouvrier au 10e étage qui est tombé et qui a trouvé la mort. Un jeune qui nettoyait le tapis dans un système de production, d'exploitation minière, n'a pas arrêté le tapis, la machine l'a broyé. Vous voyez, c'est des accidents de travail. Donc aujourd'hui, vu la dynamique économique que nous avons, il était important de mettre en place des mécanismes institutionnels, techniques et opérationnels pour permettre à ce que nous maîtrisions mieux les risques professionnels, pour réduire les accidents de travail, réduire les risques de maladies professionnelles, mais aussi avoir un dispositif de prise en charge, n'est-ce pas, en cas de maladie professionnelle, y compris les indemnisations. Donc c'est cette politique qui fixe cette vision, qui structure des orientations stratégiques sur lesquelles des actions seront menées pour effectivement atteindre des objectifs, peut-être de zéro accident de travail, peut-être de zéro maladie professionnelle. Donc c'est de cette politique. Comme je vous l'ai dit, la transition elle est sociale. C'est une dimension sociale importante. La prise en compte de la dimension de la santé et de la sécurité dans les milieux professionnels, que ce soit dans le public, le privé ou dans le secteur mixte. Et d'ailleurs, l'innovation apportée dans cette politique, c'est son extension sur le secteur informel. Nous avons une économie à près de 80% informelle. Donc aujourd'hui, des dispositifs de ce genre, il faut faire en sorte que les travailleurs du secteur informel soient intégrés. Monsieur le ministre, le ministère de la fonction publique, c'est surtout le social. Vous travaillez avec des acteurs sociaux, les syndicalistes, et vous avez rappelé tout à l'heure qu'ils ont droit à une subvention au niveau du BND, du ministère. Sauf que nos amis disent que les subventions, il y a des aérés là-dessus, et qu'il y a presque 12 milliards de francs guinéens qui n'est pas mis à leur disposition. Vous savez, ça dépend de la définition de la nature des dépenses publiques. Une subvention est un transfert, c'est une assistance qui se fait.
Et le paiement de cette assistance dépend de la disponibilité des moyens. Un budget est un acte qui prévoit. Je vous ai parlé tout à l'heure de 268 milliards. Je n'ai pu engager que 232 milliards. Ça fait quand même que j'ai des milliards en ligne pour mon département. Je n'ai pu aujourd'hui décaisser que 100 milliards et quelques. Donc ça veut dire qu'il y a un écart entre les crédits qu'on budgétise et l'argent effectif qu'on décaisse. Parce qu'aujourd'hui, il y a une rigueur dans la gestion budgétaire. Il y a une rigueur dans la gestion macroéconomique. Nous gérons aujourd'hui notre pays à base caisse. Le budget est géré à base caisse. Ce qui entre, c'est ce que nous dépensons. Pour ne pas commettre les erreurs du passé. Entrer dans des dépenses exorbitantes sans maîtriser les flux de recettes. Finalement, le Trésor s'endette à des rythmes non maîtrisés auprès de la Banque centrale. L'inflation s'aggrave et quand l'inflation s'aggrave, les prix montent. Quand les prix montent, le salaire qui te permettait de payer un sac de riz ne te permettra plus de payer un sac de riz. Donc ça impacte tout. Aujourd'hui, la gestion qui est mise en place, c'est de maîtriser tout ça pour que les effets positifs de cette gestion rationnelle, de cette discipline, permettent d'accroître de l'autre côté les marges, donc le pouvoir d'achat des populations. Pour revenir à la question, effectivement, j'ai déjà été saisi sur la question. Nous faisons des démarches nécessaires pour faire en sorte que les transferts soient payés. Mais ce n'est pas un refus de l'État de payer par le passé. Comme vous l'avez dit, ce sont des arriérés accumulés. Tout ce que moi je peux faire en tant que ministre du Travail, en charge du dialogue social, c'est effectivement de les appuyer dans leur démarche, mais aussi de partager avec eux cette petite obligation de responsabilité, d'honnêteté, en leur disant les réalités au niveau de l'État. C'est entendu. Monsieur le ministre, nous sommes à la fin de cette émission. Votre mot de la fin, peut-être des perspectives au compte de 2025. Merci beaucoup. Je voudrais m'adresser aux travailleurs de Guinée, de tous les secteurs. La transition, elle est d'abord sociale. Conformément à cette vision, le président de la République a instruit le gouvernement de mettre en œuvre d'ambitieux programmes de développement social. Et c'est dans ce cadre qu'au niveau du ministère du Travail et de la fonction publique, nous avons mis en œuvre des actions fortes. Nous respectons le droit de départ à la retraite. Comme vous le constatez, nous avons recruté des agents pour servir l'État. Cela contribue, bien entendu, à la réduction du taux de chômage sur le marché. Nous avons amélioré le traitement salarial des agents publics. Les contractuels ont connu une révalorisation de la rémunération. Les fonctionnaires ont connu une révalorisation de la rémunération. Cela permet d'accroître le panier de la ménagère, donc les capacités des revenus que vous disposez d'acquérir encore plus de biens et services, ce qui nous inscrit tous dans une perspective de réduire notre exposition à la pauvreté, à la précarité. Il y a eu des efforts, le président a mis en place la couverture médicale pour les agents publics. Désormais, tous les agents publics, je vais dire les fonctionnaires, qui sont malades, peuvent se soigner avec une prise en charge de leurs factures à hauteur de 80% par l'État. Ce sont des transformations sociales majeures qu'il faudrait saluer. Et je saisis cette occasion pour remercier le président de la République. Pour les retraités, non seulement ils sont bénéficiaires de cette couverture médicale, mais aujourd'hui, les pensions qu'ils touchent sont révalorisées. Les pensions sont payées régulièrement parce que maintenant, on a mensualisé le paiement des pensions. Avant, les gens touchaient les pensions sur un rythme très irrégulier. Mais aujourd'hui, la régularisation du rythme de paiement permet à cette couche exposée à certains niveaux de vulnérabilité, n'est-ce pas, de se mettre à l'abri de ce degré de vulnérabilité. D'autres efforts sont en cours. Par exemple, en termes de perspective, j'ai mis en place la commission consultative du travail et des lois sociales pour non seulement accélérer la finalisation de la révision du Code du travail qui va s'étendre sur le secteur informel, mais également qui va aussi alléger les conditions, par exemple, des congés maternité pour les femmes en milieu professionnel et d'autres dispositions à l'avantage des travailleurs de Guinée. Et nous allons, dans le cadre du plan d'action mis en place par cette commission consultative, accélérer le processus d'élaboration des conventions collectives qui va permettre donc d'améliorer significativement le salaire de base des ouvriers à tous les niveaux. Au-delà de ça, d'autres actions fortes ont été mises en place pour permettre, surtout aux fonctionnaires, d'améliorer leur capacité productive
au sein de l'administration publique. Ce sont des actions de formation, ce sont des actions d'incitation, mais aussi des actions de promotion. Et désormais, nous allons améliorer la gestion de la mobilité des fonctionnaires pour lutter contre la sédentarité dans leurs fonctions. Et j'ouvre le vaste chantier de la réforme de l'administration publique pour réduire la lourdeur administrative, la bureaucratie dans notre administration et simplifier les procédures pour que la mission de fourniture du service public de l'État puisse être assurée convenablement à la vision du président, mais également aux attentes de la population guinéenne. D'accord. Merci, monsieur le ministre, d'avoir été là avec nous sur ce plateau. Merci, Néné Oumou. Grand merci à toi. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Rendez-vous vous êtes donc donné pour un autre numéro avec un nouveau ministre pour discuter des actions entreprises au sein de son département ministériel. Merci de nous avoir reçus chez vous et à très vite.